Un petit tour au Sénat, où Pascal Kindelo reste aujourd'hui président du bureau provisoire en attendant les élections pour avoir le bureau définitif. Mais il y a eu un petit feuilleton qui a secoué la toile et même le monde médiatique dans son ensemble. Le feuilleton qui a vu le patriarche Jonas Mukamba, qui devait normalement occuper cette fonction-là, ce poste-là, qui malheureusement ne le fera pas. Il s'est retiré, il a renoncé à cela pour certaines raisons, pour des raisons évidentes, de son honneur. Il veut donc protéger son honneur et sa réputation. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On va faire un tour à cette institution-là, le Sénat. Je reçois pour vous un analyste politique avec qui nous allons décortiquer cette actualité-là. Lui et moi, nous allons donc essayer d'échanger autour de ce sujet pour pouvoir vous donner des éclairages par rapport à ça. Je suis avec vous, ici sur ce plateau, avec Monsieur Gandhi Kassende. Gandhi Kassende est un analyste politique indépendant, avec qui nous allons donc décortiquer cette actualité. Comment allez-vous, Monsieur Gandhi Kassende? Ça va. À dents de scie, comme un peu tout le monde, du moins la majorité de la population congolaise, à dents de scie, dans la mesure où le pays est en train de tâtonner sur son devenir. Depuis 64 ans, on n'arrive pas à trouver le bon chemin, ou on n'arrive pas à trouver la manette qui permette à l'avion RD Congo de pouvoir quitter le sol pour voler vers d'autres cieux, où on peut retrouver nos richesses, faire en sorte qu'il y ait l'équilibre au sein de notre société, que ce soit sur le plan politique ou socio-économique. Merci beaucoup, Monsieur Gandhi Kassende. Ce qu'on a vécu ces derniers temps au Sénat, notamment cette petite... ce semblant de conflit qui a semblé prendre de la place, mais qui finalement n'en est pas un. Le patriarche Jonas Mukamba s'est retiré de ses ambitions, de sa volonté de diriger le Sénat, chose qu'il méritait vraiment de le faire vu son âge, parce qu'il est le doyen d'âge. Vous avez suivi ce feuilleton du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? On doit retenir, comme je viens de l'esquisser un peu, qu'on est face à un État qui balbutie d'une manière ou d'une autre. Ça pose un problème. On dit d'un côté qu'il faut modifier la Constitution pour pouvoir régulariser un certain nombre de choses, pour que le pays retrouve son équilibre et que sa gestion réponde à l'encadrement qui devrait être la Constitution. Une vraie Constitution, une bonne Constitution. Mais en attendant qu'on arrive à modifier ou à changer de Constitution, au préalable, il faut quand même respecter les minima que nous avons dans cette Constitution, même si c'est une Constitution qui n'est pas parfaite. Mais quand on se retrouve dans une situation où on ne respecte pas les minima de ces textes que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous entrevoir que demain, même si on modifie quelques articles ou si on change de Constitution, les choses iront mieux? Aujourd'hui, il y a non seulement non-respect par moment, Dieu merci, des textes, mais il y a aussi le manque de respect de certaines personnalités. Kadeta Nzemba, Mukamba Kadeta Nzemba, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de ce pays, qui a été dans toutes les péripéties que notre pays a connues. C'est un exemple d'un homme politique qu'on peut approcher, être un homme d'État. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à l'issue du conflit, on peut l'appeler ainsi, qui met aux prises Mukamba Kadeta Nzemba, qui devrait être le président du Sénat, du bureau d'âge, par le fait qu'on n'a pas encore mis en place le bureau définitif. On a aussi en face quelqu'un de très bien qui a un itinéraire d'homme d'affaires qui tient debout, en la personne de Pascal Kundwelu. Mais il y a quand même l'identité. Peut-être qu'ils sont partis de l'idée que personne n'a les cartes d'identité, on ne connaît pas les âges des uns et des autres. Pourtant, Mukamba, on le sait qu'il est plus âgé, il est né par rapport à Pascal Kundwelu. C'était à lui que revenait la présidence du Sénat. Ce n'était pas quelque chose de discutable. Il a été élu normalement et légalement à l'Équateur, qu'il connaît très bien, qu'il a administré, qu'il a géré dans le passé à l'époque de Mobutu. Et il a géré dans le bon sens. Et il a été toujours reconnu par les différentes générations de l'Équateur. Cette fois-ci, il a été réélu pour pouvoir faire en sorte qu'il aille au firmament
des horizons politiques par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. On arrive aujourd'hui à ce qu'on appelle le compromis, moi j'appellerais plutôt compromission, puisque compromis, pour un texte qui est très clair, quand on regarde l'article 114 de la Constitution, c'est dit clairement que c'est le plus âgé des sénateurs, comme pour l'Assemblée nationale, qui doit présider avec les plus jeunes le bureau d'âge. Mais pourquoi on doit trouver un compromis par rapport au texte légal? Il y a anguille sous roche. Mais le problème, c'est que si on traîne, on ne trouvera toujours pas cette anguille, mais l'anguille est toujours sous roche. Il n'y a pas eu compromis, parce que ce texte-là qui annonçait qu'il y a compromis a été démenti par les avocats de Jonas Mukamba, mais finalement, lui-même va revenir pour dire qu'il a laissé cela parce qu'il veut préserver son honneur, sa dignité. C'est qu'il y a eu, où il y a manipulation, une manipulation politique et médiatique pour mettre à l'écart le doyen d'âge de cette assemblée. C'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit au départ. N'eût été sa personnalité, le fait que, pour moi, c'est un des hommes d'État que nous avons connus dans ce pays, il aurait pu entreprendre des démarches auprès des institutions judiciaires pour faire en sorte qu'on dise la vérité de ce que dit les textes légaux, pour faire en sorte qu'il soit président du bureau d'âge. Mais pour éviter qu'il y ait de couacs au niveau du Sénat déjà au départ, mais au niveau de nos institutions et de notre politique, on a déjà pris du retard, après 6 mois de retard, avant de mettre en place certaines institutions comme le gouvernement, comme l'Assemblée nationale. Donc, un homme réfléchi, il a dit, mieux vaut, même si je suis dans mes droits, même s'il est dans ses droits par rapport à la Constitution et de ses articles 114 alinéa 1, il a plutôt préféré, pour sauver son honneur, sauver l'honneur de cette institution, l'honneur de l'État, l'honneur de la République, de pouvoir un peu reculer, se mettre à l'écart. Mais il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de ce pays. Vous avez vu les élections qui se sont déroulées au niveau de l'Assemblée générale. Vous avez vu, avant la mise en place du gouvernement, les péripéties qu'il y a eu, etc. Lui n'a pas voulu rajouter des fioritures aux fioritures que nous avons connues il y a quelques mois. Donc moi je pense que devant ces constats de non-application et que du renoncement de M. Mukamba, je trouve que on l'a mis dans une situation difficile. On continue à mettre notre pays dans une situation difficile. On oublie que ce monsieur a joué un rôle important dans l'histoire de ce pays des années 60, 70, 80. C'est un témoin. C'est un témoin de l'histoire qui aujourd'hui pouvait rendre encore service à ce pays. Le président actuel, le président Tshisekedi, n'est pas toujours besoin d'avoir des conseillers officiels. Des gens comme M. Mukamba Kadata Nzemba, comme d'autres, comme Maître Nim, qui est actuellement en Belgique, qui fut directeur de cabinet de Mobutu, mais les gens comme le professeur Mokonda Bonza, il y a quelques noms comme ça, comme Mukamba, comme ceux que je viens citer, qui pouvaient aider la République, non seulement aider le président avec leurs conseils, mais qui pouvaient aussi aider la République au travers des universités. Lui, il pouvait être un grand conférencier qui pourrait passer des facultés en faculté, d'université en université, comme un témoin de notre histoire actuelle depuis 60, pour que notre jeunesse, ou même ceux qui sont au gouvernement, ne connaissent pas tous les pans de l'histoire. Des gens comme M. Kadata Nzemba Mukamba pouvaient servir la République encore pour le temps qui lui reste à vivre. C'est dommage qu'on crache. Mais selon vous, pourquoi est-ce que cette constitution n'a pas été respectée? L'article 114, pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement respecté la constitution? Vous savez comment on a parlé des manipulations, comment il y a des gens, des partis politiques de la place manipulent un peu les textes de loi selon que ça les arrange ou pas, comment ils manipulent les textes, comment ils manipulent l'opinion. Mukamba, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit dans l'opinion. Et il ne fait jamais du bruit dans l'opinion. Ils se sont dit, de toute façon, il sera inaudible. En ce moment-là, on peut l'étouffer sans que personne ne soit témoin et puis puisse dire qu'il y a un problème qui se pose dans notre République. Et ils sont partis de cet élan-là. Moi, j'ai dit, ça pose un problème. On ne peut pas continuer à vivre ainsi, à faire vivre les institutions dans l'illégalité
Donc, en permanence. On peut dire qu'aujourd'hui, le Sénat n'est pas... Le bureau provisoire du Sénat, le bureau d'âge, n'est pas vraiment légal parce que le bureau, le doyen d'âge ne le dirige pas. Mais bon, il ne faut pas dire vraiment, il n'est pas légal. Aujourd'hui, tel que c'est institué, le bureau d'âge n'est pas légal au regard de la Constitution. Et ça se fait aux yeux, au vu et au su de tout le monde, notamment les institutions comme la Cour constitutionnelle. On a des juristes qui ne savent pas comment à un moment donné intervenir pour mettre de l'ordre. Ils attendent que la présidence leur demande de statuer. Ils attendent le Premier ministre, que le Premier ministre leur demande de statuer. Ils attendent qu'il y ait un parti politique important qui intervienne pour que la légalité soit respectée. Ça pose un problème. Ça remet en cause un certain nombre de nos institutions. Pas les institutions comme telles. Hein. Je n'ai rien à voir avec les institutions. Les institutions doivent être menées à bon port par des individus. Quid de Conseil constitutionnel, quid du Conseil d'État, quid d'autres tribunaux? Ça ne les intéresse pas de faire évoluer notre droit, de faire respecter des textes de loi. Cela pose un problème grave pour notre devenir. On ne doit pas continuer à balbutier comme ça, à tourner le dos aux textes de loi, textes qui protègent tout le monde, à la fois ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont des citoyens comme nous. Mais si ce n'est pas respecté, où va-t-on? Où va-t-on? La question reste de poser. Mais, monsieur Gandhi Kassende, il se fait que Pascal Kindelo était déjà installé. Quand le patriarche a été élu, Pascal Kindelo était déjà installé, membre du bureau, président du bureau d'âge. Est-ce que ce petit retard-là qui a fait que le patriarche soit élu n'a pas joué en sa défaveur en quelque sorte? Non, certes, le petit retard-là a fait que celui qui n'est pas juriste peut dire oui, on peut profiter à mettre n'importe qui par rapport au temps. Mais sachant que les élections ne se sont pas terminées et qu'on attend encore quelques élus, puisque le temps qu'on puisse organiser les élections sénatoriales au niveau de l'Équateur, on pouvait attendre, ça ne demandait pas beaucoup de temps. On pouvait patienter et faire en sorte qu'on puisse regarder qui est le doyen d'âge par rapport à ça. Mais on est allé dans la précipitation. C'est une précipitation, moi j'ai dit, puisqu'on savait qu'il y aurait des élections sénatoriales. Ce n'est pas comme le cas de l'Est où on ne sait pas quand est-ce qu'on mettra fin au conflit qui est à l'Est. Là, on peut comprendre, ça peut être retardé. On peut mettre les bureaux en place, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais le cas de l'Équateur, on savait quelle était la date des élections qui s'approchaient. Mais qui est-ce qu'on peut accuser dans ce feuilleton? Qui est-ce qu'on peut accuser d'être le coupable dans ce feuilleton? On peut accuser qui? Pour moi, j'accuse en premier les institutions judiciaires, le Conseil constitutionnel qui pouvait intervenir. On peut accuser aussi le secrétaire général qui, lui, doit organiser les élections pour le bureau d'âge. En dehors du Conseil constitutionnel, c'est plutôt le secrétaire général. Mais j'accuse aussi les médias. Ils devaient suivre. Il faut qu'on ait des médias où il y a des spécialistes dans les domaines différents. Parce que si on avait des spécialistes dans le domaine, ils auraient déjà crié. Puisque la presse, c'est un élément important dans la vie politique et sociale de nos concitoyens. La presse, au-delà de ce que beaucoup disent, que c'est le quatrième pouvoir, moi je dis non. Ce n'est pas un pouvoir comme le Conseil, comme les assemblées, comme comment on appelle l'exécutif, le gouvernement. La presse, c'est un contre-pouvoir. La presse a le pouvoir de faire et défaire les hommes politiques. La presse a le pouvoir d'alerter non seulement l'opinion, nos opinions, il a aussi le pouvoir d'alerter du moins nos politiques quand il y a des faillances, quand il y a des erreurs ici ou là. Devait alerter, la presse devait alerter. Donc c'est un apprentissage. On mettra ça sur ce compte. On mettra ça sous le compte de l'apprentissage. Est-ce que ça fait un précédent fâcheux pour des générations à venir? Oui, c'est un précédent fâcheux. Encore que, moi j'ai dit, il faut que ce soit des cas d'école qui soient enseignés dans les facultés de droit, des sciences politiques, pour que les jeunes comprennent, ou dans les écoles de journalisme, pour que les gens comprennent ce qui est admissible, ce qui ne peut pas l'être. Si on n'enseigne pas ça, on reste toujours dans des théories généralistes,
on risque de continuer à vivre notre vie politique comme en 60, comme en 70, comme aujourd'hui. Donc il faudra qu'on puisse revenir sur les enseignements des bases. Mais ceci démontre aussi que la Constitution n'est pas respectée, selon vous. Elle n'est pas respectée. Qui peut faire respecter la Constitution? C'est d'abord les membres du Conseil constitutionnel. Qui peut faire respecter la Constitution? C'est aussi les journalistes, c'est aussi les citoyens. Ils ont les droits d'alerte. Les droits d'alerte, ce n'est pas seulement à ceux qui sont là au niveau du Conseil, ce n'est pas simplement les députés, corrompus pour certains d'entre eux, mais c'est aussi les citoyens lambda au travers de la presse et la presse elle-même. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Il ne faudra pas qu'on dise que la Constitution, c'est une affaire des hommes politiques. Non, c'est aussi l'affaire des citoyens, c'est aussi l'affaire de la presse. Du moment qu'ils sont dans la légalité, ils peuvent dénoncer des choses ou expliquer les choses aux gens par rapport à la véracité des choses. Pour pas qu'on vive ce genre de choses. Donc là, on est en train, à petit feu, de tuer notre Kadiata Nzemba, Mukamba, puisqu'il va moralement garder dans la fin de sa vie des choses néfastes. Ils disent, depuis 60, on peut expliquer et comprendre ce qui se passait en 60. 64 ans plus tard, ce pays ici n'a pas encore une intelligence politique. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Vous disiez que c'est un homme qu'on devrait normalement utiliser, un homme qui est vraiment d'une utilité capitale. Mais ce cas précis, est-ce que ce cas précis est un des cas qui, à la face du monde, décrédibilise plus ou moins le fonctionnement institutionnel des institutions RDC? Mais oui, on ne peut pas nous prendre au sérieux. Quand il y a des gens comme Mukamba qui devraient être au panthéon des hommes politiques de ce pays, par leur connaissance, par ne serait-ce que comment il a géré la province de l'Équateur, comme d'autres l'ont fait à l'époque de Mobutu, c'est des gens qui devraient être au panthéon. Parce que je préfère le terme panthéon plutôt dire héros. Héros, il y en a qui disent même en français, ils disent que ce sont les héros. Moi je dis, c'est des personnalités comme Mukamba qui devraient être au panthéon de la République. Dans le panthéon de la République, il ne faut pas qu'il y ait que des hommes politiques, il faut aussi qu'il y ait d'autres acteurs sociaux, notamment ceux qui ont fait que notre musique se développe, notre art se développe, etc., dans plusieurs pans de la République. Kadiata Nzemba, profitons de lui aujourd'hui, qui nous donne ses explications par rapport aux défaillances de notre République de départ, la République du Congo de départ, la République du Zaïre, etc., pourquoi nous avons connu des déboires par moment. Il est parmi les mieux placés pour pouvoir nous expliquer cette histoire. Il est le mieux placé qui pouvait nous dire, connaissant cette histoire passée et cette histoire d'aujourd'hui, nous dire, voilà les pistes à suivre pour ne pas pouvoir retomber dans les erreurs du passé. Mais le problème, c'est qu'on continue à retomber dans les erreurs du passé, malgré ce mot, cette phrase célèbre du président de la République qui disait qu'il ne fallait pas qu'il retombe dans les erreurs du passé. Il aurait pu prévenir, au travers même de ses conseillers, ou des hommes politiques, ou même de la justice, que, attention, il ne faut pas froisser l'histoire dans ce que vous faites là. Ça va de l'honneur, non seulement de nos comment on appelle, nos aînés, genre Kadiata Nzemba, mais aussi du respect, non seulement de nos textes, mais respect de nos institutions, respect de notre pays. Puisque là, on est en train de marcher sur notre histoire, mais de mauvaises manières. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Déjà, vous parliez du patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Vous disiez qu'il peut servir le pays de plusieurs autres manières. Oui. À quoi peut-il à nouveau être... Déjà, il est fatigué, apparemment, il est vu fatigué, son âge. Il est fatigué, mais il peut encore transmettre le savoir. Il peut transmettre les faits passés. Ne serait-ce que ça, on peut lui donner cette faculté, cette faveur que nous transmettre les faits passés. Pas seulement les faits en tant que faits historiques, comme notre professeur le fait, je connais le Congo, mais aussi l'analyse de ces faits. Puisque c'est bien de transmettre l'histoire. Mais ce qui importe pour nous aujourd'hui, notamment les jeunes gens qui sont encore à l'université, c'est non seulement de connaître ces faits, mais aussi de les comprendre. Et comment anticiper dans l'avenir, dans des circonstances presque identiques, comment pouvoir réagir, agir
pour qu'il y ait des avancées dans notre pays. Ça, c'est que ce monsieur, il ne s'est pas simplement intéressé à la politique. C'était un des grands acteurs dans le sport congolais, notamment dans le football. Il a longtemps aussi fait partie, je pense qu'il fait toujours partie, de l'entourage, de la direction de l'équipe Imana. Si les gens l'oublient, il a été un acteur important de ce club. Il y est encore d'une manière ou d'une autre indirectement au travers de ses conseils. C'est quelqu'un de bien formé, notamment dans les secteurs que j'ai toujours prônés. L'éducation nationale ne devrait pas simplement donner une formation intellectuelle, etc. Mais il faudrait aussi que l'éducation nationale soit dans l'éducation de la jeunesse et du sport. C'est pour ça qu'il fallait mettre tous ces départements ensemble, qui est une éducation nationale, sport, jeunesse et sport. C'est quelqu'un qui ne s'est pas limité simplement aux choses intellectuelles et politiques. Donc c'est un des gens, des personnalités politiques qui pouvaient être l'exemple pour la jeune génération, du ce monsieur. Et il devait être invité souvent dans les médias, et voire même organiser des émissions avec ou sans lui, pour parler de lui et de leur groupe de l'époque. Est-ce que c'était une bonne décision pour lui de renoncer à ce poste, selon vous? Je ne peux pas juger la décision. Ce que je juge, c'est l'intelligence de cet homme politique. Il aurait pu faire comme d'autres, ne pas renoncer, faire respecter la loi, la règle constitutionnelle. Il pouvait le faire. Oui. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de temps, en tant que patriote, en tant que bon citoyen, en tant qu'homme d'État, il s'est dit, sa personne compte peu par rapport à l'histoire du pays, par rapport aux avancées qu'on attend du gouvernement actuel et des institutions qu'on a placées ici ou là. Ouais. Mais alors, comment expliquer qu'une personne qui n'est pas déjà de la province de l'Équateur, il est d'une autre province, qui soit élu dans la province de l'Équateur? Mais ils sont rares. Ils sont rares. On a vu Lumumba. Lumumba était le seul élu du MNC Lumumba. C'est aussi l'histoire. Les gens pensent qu'il était majoritaire partout où il était. Il avait des députés. Il était le seul député du MNC élu à Kisangani. Au Kasaï, il n'avait pas de député, alors qu'il est originaire de Kasaï. Il est devenu Premier ministre, contrairement à ce que les gens disent dans l'histoire. Les gens comme Mukamba pouvaient l'expliciter mieux que moi. Lumumba n'était pas majoritaire. Son parti, le MNC Lumumba, puisqu'il y en avait deux, MNC Lumumba et MNC Kalonji, puisqu'ils étaient tous du même parti, ils se sont divisés par la suite. Lumumba son parti n'était pas majoritaire. Il était obligé de créer une coalition avec d'autres partis pour avoir un peu plus de députés au niveau du Parlement et qu'il puisse passer Premier ministre. Et d'ailleurs, Premier ministre n'a jamais présenté son programme devant l'Assemblée nationale. Lumumba, il est parti, il est mort sans pour autant présenter son programme d'action. Il est resté au pouvoir 3 ou 4 mois. Et ça n'était fini par rapport à l'histoire de Lumumba, etc. Donc Mukamba, prenons-le de bon côté, il est un des rares avec Lumumba à être élu avec, n'oublions pas, un qui est de Bas-Congo, qui était gouverneur aussi à Kinshasa, qui fut élu, qui était gouverneur à Goma, pas à Boma. Il est originaire de Boma avec B, mais il a été élu, il était d'abord nommé gouverneur à l'Est, à Bukavu, Goma, et ensuite il a été élu député de Goma alors qu'il est originaire de Boma. Il y a 3 ou 4 noms comme ça. Donc ce sont des hommes politiques rares dans ce pays. Puisque chacun ici, aujourd'hui, en dehors de Kinshasa, rentre toujours dans son village pour que sa tribu puisse les lire. Mais c'est des hommes qui sont sortis de l'ornière, qui sont sortis des nations tribales pour venir à une nation, à un État national, pour patriotes, des vrais patriotes, qu'il faut reconnaître et de redorer leur image. Et redorer leur image, la question qui est posée aussi par certains téléspectateurs, c'est celle de savoir, est-ce que le fait que beaucoup de sénateurs ou même certains députés provinciaux soient pour la plupart élus dans leur terroir est une affaire qui devrait normalement pousser à modifier la Constitution? Oui, un des éléments, puisque nous avons
mis le couteau dans la construction de la nation congolaise. Une construction qui avait bien démarré. On avait pris le bel élan à l'époque de Mobutu de faire en sorte que notre pays, le Zaïre, aujourd'hui Congo démocratique, devienne une nation. Un État, c'est une chose, c'est-à-dire à savoir qui est le gouvernement, qui est la population, qui est le territoire, et qui est en plus la reconnaissance internationale. Ça, on l'avait acquis en 60, mais ce n'était pas suffisant. Encore qu'il fallait créer un vrai État indépendant, on n'a pas fait. Au-delà de l'État réellement indépendant, souverain, avec des objectifs bien précis et des moyens bien précis, on ne l'a pas fait. Qui était critiqué déjà à l'époque d'ailleurs par celui qui a écrit la remise en question à l'époque, en disant qu'on n'a rien fait, on est devenu indépendant, mais les choses sont restées comme avant, on n'arrivera pas à décoller. Aujourd'hui, Mobutu avait fait un effort pour pouvoir aller vers la création d'une nation. C'est pour ça qu'il faisait en sorte d'intervertir l'ordre. Celui qui était de l'Équateur pouvait être gouverneur au Bas-Congo, celui du Bas-Congo au Kasaï, ainsi de suite. Et on créait une nation. Ça a évité le tribalisme. À l'époque même d'ailleurs, Mobutu menaçait les ministres. Dit dans votre cabinet, s'il y a 2 ressortissants de votre région, ça peut passer. Mais s'il y a 3 ou plus, on vous met la main dessus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Quand tu vas au budget, c'est que des gens qui parlent Swahili. Quand tu vas en tel ministère, c'est que des gens qui parlent Chuluba, etc. On remet en cause le statut qui était le nôtre, des avancées qui étaient le nôtre, à savoir de créer un État-nation. Mais il fallait des gens dès l'époque, des acteurs comme Kagiata Nzemba, comme Mukamba, pour pouvoir dire que voilà le bel exemple que nous devons suivre. Ils sont partis au-delà des nations tribales. Il parle de Chuluba, il est allé là, on parle Lingala, ainsi de suite, etc. Il a aidé ce peuple Bangala, dans le bon sens, de dire que les Bangalas sont congolais, ou zaïrois de l'époque. Moi, je suis zaïrois, mais c'est une affaire qui nous regarde tous. Ce qui importe, c'est les avancées. À l'époque où il a gouverné l'Équateur, si on compare sa gouvernance avec la gouvernance des originaires de l'Équateur, on va pleurer. On dira, mais oui, le problème est grave. Il ne suffit pas simplement d'avoir les originaires du pays, de la région, pour pouvoir faire avancer les choses. Lui, il a su faire avancer les Chimibliques tout en étant du Kasaï, au opposé, au niveau de distance. Mais il y a eu des rendements meilleurs. Après lui, après cette période de Mobutu, tout s'est effiloché. Ça pose un problème. Donc, redorons l'image de ces anciens. Vous pensez que c'est grâce à sa bonne gestion qu'il a, de l'époque de Mobutu, qu'il a été réélu sénateur aujourd'hui? Je ne le pense pas. La réalité est là. La réalité est là. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas plus que Mukamba, 90 ans, plus de 90 ans. C'est Mukamba, on a gardé dans l'histoire, qui est passé de génération en génération. C'est ça. Donc, on a besoin de lui. Il faut que la République lui soit reconnaissante. Il faut qu'il soit dans nos mémoires, dans le panthéon de la République. Un jour, j'aimerais qu'il y ait un panthéon ici où on réunit toutes ces personnalités politiques, économiques, culturelles, sportives, dans le même panthéon, puisque pour les honorer et qu'ils soient l'exemple pour nous et pour nos enfants et petits-enfants. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de référence. Regarde la jeunesse. Et quelle référence notre jeunesse a? La jeunesse, aujourd'hui, il a comme exemple Fally Ipupa, Ferré. Il y a même des débats sur les deux, sur Papa Wemba et les autres. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais il faudra aussi que demain, notre jeunesse parle, débatte sur des personnalités comme Mukamba, Mobutu, Lumumba et autres. Ça n'existe pas, ce débat-là, sur les terrains. Dans nos institutions, il y a des hommes politiques qui sont en partie ou totalement ignorants de notre histoire. Et ils connaissent peut-être quelques faits pour certains d'entre eux, mais analyser cette histoire-là, ils sont incapables pour beaucoup d'entre eux. Ça pose un problème. Redonnons à notre histoire, redonnons
à notre vie socio-politique. Donc, pour vous, ce fait, c'est la dernière question, ce fait démontre que c'est le moment maintenant de pouvoir honorer les anciens. Ah, il faut honorer les anciens et des bonnes manières. Je suggère ça au président de la République, de créer un panthéon. Un panthéon, on retrouvera à la fois Tshisekedi, le père, peut-être plus tard lui-même, s'il arrive dans les 4 ans qui lui restent, de faire des choses magnifiques, où se retrouveront non seulement les hommes politiques, nos grands artistes, comme les Kalechev, comme les Rochereau, etc. Des Liolo pour l'art, etc. Kofi Olomide. Il faut qu'on ait un panthéon. Kofi est encore vivant, surtout ceux qui nous ont laissés, etc., qui ont fait quand même, qui ont posé des actes, qui ont créé, qui ont inventé. Il faut que ces gens-là se retrouvent avec les autres dans le concert des patriotes qui ont, à un moment donné, fait en sorte que l'image de notre pays soit une belle image et faire en sorte que ce soit des exemples. On a besoin de ces gens-là, pas seulement pour le bienfait qu'ils ont fait, mais aussi qu'ils soient des référents ou des références pour les autres, pour notre jeunesse, même pour nous, pour les acteurs d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas de références. En tout cas. Moi, j'aime bien discuter avec des gens quand j'ai l'occasion, quand je suis en Europe, j'aime bien discuter avec des gens comme Maître Nimi. J'aime bien discuter quand je peux. Aujourd'hui, je le vois à Saint-Luc, Mokonda Bonza. J'aime bien échanger avec lui, même si c'est 1 minute. Pour moi, ça a toujours cette importance. C'est ma façon de reconnaître ce que ces gens-là ont apporté et reconnaître aussi qu'ils peuvent encore apporter beaucoup. Et c'est le cas de Mukamba Kadi Tanzania. Merci beaucoup, Monsieur Gandhi Kassende, analyste politique. On a donc parlé de ce feuilleton qui s'est déroulé donc au Sénat, ce feuilleton qui a vu un peu, plus ou moins un bras de fer entre le patriarche et le président du bureau d'âge actuel, Monsieur Kindelo, Pascal Kindelo. Merci beaucoup. J'espère que nos téléspectateurs ont suivi à la loupe, à la lettre, les conseils que vous avez donnés, les précieux conseils pourront peut-être justement tomber dans les bonnes oreilles et que nous sachions honorer les nôtres de la plus belle des manières. Merci beaucoup, monsieur. Merci à toi, Dan. Merci à Congo Buzz de m'avoir invité là-dessus. Je ne pensais pas que dans mon cheminement, un jour, je parlerai de Kadia Tanzemba. J'avais toujours des informations de lui, d'une dame, la femme d'un oncle qui est colonel. J'avais aussi des nouvelles de lui par rapport à un des membres le Daring Club, qui était secrétaire général, qui ne l'est plus. Moi, je soutenais ses actions, tu vois. Merci beaucoup, Monsieur Gandhi Kassende. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. Nous vous disons donc au revoir. À très, très bientôt.